sûr, c'est une reconnaissance qui fait plaisir aussi à toute l'équipe, je pense, qui a travaillé sur l'isolement de ce virus, car c'est un travail d'une dizaine de personnes à l'Institut Pasteur, avec des personnes également des hôpitaux, des cliniciens, des virologistes, des immunologistes. Donc d'un côté, c'est une reconnaissance un petit peu tardive, parce qu'il y a quand même un quart de siècle que ça s'est passé, et pas mal d'eau a passé sous les ponts depuis ce temps-là. Nous avons continué à travailler, bien entendu. Et moi-même, je m'intéresse toujours, bien sûr, au sida, mais aussi à d'autres maladies à l'heure actuelle. Enfin, je crois que c'était un point important dans ma vie scientifique. Et je suis très reconnaissant que le comité Nobel, après quelques années, l'ait reconnu. À l'époque, vous dirigiez le département de virologie à l'Institut Pasteur. Et donc c'est dans votre équipe que cette découverte s'est faite. Ça s'est fait sur un fond de controverse terrible avec les Américains à l'époque. Est-ce que l'attribution de ce prix Nobel clôt définitivement cet épisode? Ouais, je crois que ça a été clos bien avant. Si vous voulez, à chaque fois qu'on découvre quelque chose, il faut que cette découverte soit reconnue par nos pairs, par le comité scientifique. Et à l'époque, effectivement, il y a eu d'abord un débat scientifique qui est, on peut dire, normal. C'est normal que nos idées ne soient pas immédiatement acceptées si elles n'étaient pas vérifiées par un autre laboratoire. Ce qui s'est passé, c'est que il y a eu des mélanges de virus. C'est-à-dire que les virus sont partis aux États-Unis, bien sûr à la demande de nos collègues américains, et je pense qu'ils n'ont pas reconnu tout de suite que le virus qu'ils avaient isolé venait de notre propre envoi. Ils ont pensé avoir isolé leur propre virus, et il s'est avéré que ce n'était pas le cas. Pourquoi? Parce que, probablement, pour des raisons encore assez mystérieuses, certaines souches virales en laboratoire dominent les autres, elles poussent plus vite. Et donc, même si vous avez un mélange de plusieurs au départ, la souche Pasteur, si vous voulez, ressort, si bien que tous les tests sérologiques qui ont été faits pendant des années, qui sont encore faits actuellement, sont basés sur la souche Pasteur. Alors, il y a donc eu, après ce débat scientifique, un débat juridique qui a impliqué les institutions, qui allaient recevoir l'argent d'exploitation de ces tests. Alors, ceci a fait l'objet d'un accord, un premier accord en 1987, contresigné par le président Reagan et le président Chirac, et le premier ministre Chirac à l'époque. Et un deuxième accord a été signé en 1991, du fait qu'à ce moment-là, les Américains ont bien reconnu que la souche de Pasteur était bien celle sur laquelle ils avaient travaillé. Donc ceci a fait l'objet également d'un accord scientifique, mais dès 1987. Et je dois dire que depuis, il n'y a pas eu de litige. J'étais ami du professeur Gallo, nous sommes redevenus amis, nous avons partagé beaucoup de prix ensemble. Et ce que je voudrais dire, c'est que c'est toujours le co-découvreur du virus, en ce sens que l'équipe française pasteurienne était la première à isoler ce virus, montrer que c'était un nouveau virus, mais pour démontrer que ce virus était la cause du sida, nous y avons contribué, mais l'équipe américaine aussi a grandement contribué, donc c'est pour ça qu'on peut dire que le professeur Gallo est le co-découvreur du virus. Est-ce que, à l'époque, vous aviez l'idée de l'épidémie qui démarrait? Alors évidemment pas tout de suite, parce que en 1983, le sida en France, c'était une centaine de malades, la plupart des jeunes homosexuels, quelques hémophiles, et on pensait à l'époque qu'il y avait simplement donc transmission du virus dans les groupes à risque, dits à risque. Il y avait d'ailleurs parmi eux les Haïtiens aussi, mais on a quand même vite fait reconnaître qu'ils n'étaient pour rien dans cette affaire. Ils n'étaient pas plus sensibles au virus que d'autres. Non, ce qui a vraiment été le tournant, c'est dès septembre 83, où j'ai isolé les premiers virus de patients d'Afrique. C'était notamment une jeune femme zaïroise qui était hospitalisée à l'hôpital Claude Bernard à Paris et qui se mourait du sida. Donc quelques jours avant sa mort, nous avons eu accès à son sérum et trouvé à son sang et trouvé que le même virus, celui qu'on avait isolé des hémophiles, des homosexuels
est également présent. Alors c'était une femme, donc elle avait été transmise par un contact, elle était infectée par un contact hétérosexuel. Donc là, j'ai commencé à réaliser qu'il pouvait y avoir une très grande épidémie, notamment dans les pays d'Afrique. Et donc on allait changer de dimension. Confirmant ceci, une étude a été faite avec les premiers tests de sérologie qui avaient été construits au laboratoire, notamment grâce au docteur Bravésinet et Rosio. Et on a pu montrer qu'on détectait dans le sérum de patients africains, alors ceux-là hospitalisés à Kinshasa, dans l'hôpital Mamayemo, on avait trouvé les signes sérologiques du même virus. Donc, et ces patients avaient été diagnostiqués au point de vue clinique comme ayant le sida. Donc on voyait déjà le sida se développer, se répandre dans les grandes villes africaines, et le même virus était là. Et ensuite, vous avez isolé le VIH-2. Alors c'est aussi une histoire assez intéressante de ce point de vue, c'est-à-dire, enfin intéressante, en ce sens que déjà, bien avant le VIH-2, on avait la notion que le virus variait beaucoup, qu'il avait un potentiel de variation extraordinaire. Donc par des séquençages, on s'est aperçu qu'il y avait une énorme variation. Mais une variation encore plus importante dans le VIH-2, pourquoi? Parce que ces patients, c'était des patients qui venaient des îles du Cap-Vert et de Guinée-Bissau, qui étaient hospitalisés à Lisbonne, et il se trouvait qu'une de nos collègues de Lisbonne, le docteur Santos Ferreira, et des cliniciens d'un hôpital à Lisbonne, avaient des patients qui avaient tous les signes du sida, mais pas de sérologie positive avec les tests préparés sur le premier virus. Et donc on s'est aperçu qu'en fait il y avait un deuxième virus qu'on a isolé, et dont la séquence, on peut dire, du génome était au niveau de son enveloppe assez différente du VIH-A, de telle sorte que les tests qui étaient préparés à partir de cette enveloppe du VIH-A ne reconnaissaient pas ce virus, l'enveloppe du deuxième virus. Donc c'était logique de l'appeler VIH-2. À l'époque, on l'appelait encore LAV2, puisqu'on avait appelé le premier LAV1. Et je me souviens avoir fait une conférence au NIH aux États-Unis, à Bethesda, où j'ai parlé pour la première fois de ce VIH-2 devant mes collègues américains qui étaient pas très contents, parce que j'ai déjà appelé donc VIH-2. J'ai appelé de moi-même VIH-2 alors qu'on n'avait pas encore complètement HIV-2, on disait en anglais. On ne s'était pas encore totalement mis d'accord sur le nom définitif du virus qui a été décidé par une commission de virologistes internationale présidée par Harold Varmus. Et je me souviens que donc, cette conférence a eu des comptes rendus vers la côte ouest des États-Unis où se trouvait Varmus. Et Varmus m'a appelé sur mon téléphone à la maison un soir pour me dire « Tu n'as pas le droit de nommer ce virus, c'est à nous de le faire ». J'ai dit « On a quand même des données pour dire que c'est vraiment un deuxième virus ». Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce deuxième virus est très proche d'un virus de singe de l'Ouest, du virus du singe mancabé. Et donc, très probablement, c'est l'origine du virus humain et ce virus de singe. Alors vous êtes justement toujours beaucoup intéressé à l'origine de l'épidémie. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait comment ce virus s'est transmis un jour et quand à l'homme? Alors, moi, j'ai mes idées personnelles qui sont quand même confirmées par des travaux récents. Parce qu'on disait la transmission du virus, du premier virus vient du chimpanzé, mais elle s'est faite dans les années 1930, parce qu'on essaye de faire des arbres généalogiques et on remonte comme ça à quelques années, des dizaines d'années en arrière. Je pense que c'est plus compliqué que ça, parce que c'est basé sur ce qu'on appelle des horloges moléculaires, c'est-à-dire du taux de variabilité en fonction du temps. Or, ce taux n'a pas été constant. Ce que je pense, ce qui est le plus important dans l'origine de l'épidémie, c'est que le virus qui était ancien, pour le moins existé depuis des siècles, on peut dire, en Afrique, a brusquement changé de potentiel, de virulence. Et il a appris à varier énormément. Ceci est récent. Alors, donc, il pouvait évoluer très longtemps sans beaucoup varier, et être transmis d'une personne à l'autre sans vraiment créer d'épidémie. Donc, ce qui est nouveau, c'est l'épidémie. C'est le fait que ce virus, depuis les années 70, en Afrique, aux États-Unis et ensuite dans le monde entier, a commencé à se transmettre à un taux très fort, puis à changer tout le temps.
Alors, qu'est-ce qu'il y a d'abord, donc l'origine, elle peut effectivement être d'origine chimpanzé pour le 1, pour le 2, le sage mangabé d'Afrique de l'Ouest. Mais l'épidémie n'a pas commencé à ce moment-là. Ces passages se sont faits bien des fois du fait que l'homme africain est en contact avec ces singes, parfois le chasse. Mais ce qui m'avait déjà mis la puce à l'oreille, si on peut dire, c'est le fait que les pygmées, qui sont des chasseurs de singes, ne sont pas infectés. Or, ils sont en contact avec ces virus depuis très longtemps. Et d'autre part, l'Afrique a été colonisée essentiellement par les Européens, les Anglais, les Français, les Portugais, et ceux-là n'ont pas rapporté le virus en Europe. On n'a pas eu d'épidémie sida autant qu'on puisse le détecter par les signes cliniques rapportés dans les siècles précédents. L'épidémie, le virus, l'épidémie virale en Europe vient d'Amérique. Ce sont l'Amérique du Nord qui a apporté ces virus. Donc, c'est pas l'Afrique. Ceci veut dire que donc, le virus était peut-être présent en Afrique, mais pas à un taux tel qu'il puisse être transmis facilement. Et donc, quelque chose est arrivé. Alors, moi, j'ai mon hypothèse qui a été controversée, mais je persiste ici, on peut dire. Il y a probablement des cofacteurs, pas seulement des cofacteurs de changement d'environnement qui peuvent jouer un rôle, mais aussi des cofacteurs biologiques qui ont transformé ce virus en une entité extrêmement virulente. Alors, ces cofacteurs, ce sont probablement des co-infections, des infections bactériennes qui vont générer ce qu'on appelle un stress oxydatif, c'est-à-dire la présence de radicaux libres, de molécules dérivées d'oxygène qui vont induire des mutations dans l'ARN du virus. Donc, à ce moment-là, il y a une sorte de cercle vicieux qui s'installe. Vous avez une sorte de champ oxydant, et donc le virus va varier à l'intérieur de la personne. Il va se transmettre plus facilement parce que le stress oxydant va aussi diminuer le système immunitaire de la personne. Donc c'est un peu, ce virus, il est un peu comme un lion africain, on dit le roi africain, qui va attaquer dans un troupeau de buffles les individus les plus faibles, ceux qu'il peut attraper. Donc le virus, en fait, profite des déficiences immunitaires, du stress oxydant, des co-infections, qui sont beaucoup plus fréquentes, par exemple, en Afrique. Quelles sont les priorités, selon vous, qu'il faut donner à la recherche contre le sida? Ben, la priorité, c'est de comprendre encore comment le virus cause la maladie, qui est encore complexe. Et je le répète, bien que d'énormes travaux, d'énormes quantités de publications aient été faites sur le virus, c'est un des virus les mieux connus, on peut dire, chez les virologues, il nous manque encore quelque chose, notamment pour la connaissance de ces formes dont je parle. Peu de personnes y croient d'ailleurs, mais moi je les vois, je les détecte, de ces formes du virus très petites qui échappent à la trithérapie, qui échappent au système immunitaire. Donc il faut caractériser ces formes, car il faut éradiquer l'infection. La solution, c'est pas de traiter à vie par la trithérapie, qui est très lourde, qui donne des effets secondaires, qui induit des résistances de virus. C'est de trouver des traitements complémentaires qui permettent d'arrêter cette trithérapie au bout de quelques mois, comme on le fait pour la tuberculose avec des antibiotiques. On traite par 4 antibiotiques les tuberculeux, et au bout de 6 à 9 mois, la maladie est arrêtée. Le bacille ne disparaît pas totalement, mais il se cache dans des petits nodules, il ne fait plus parler de lui. Mais il faut obtenir la même chose pour le virus du sida. Il faut qu'on puisse avoir une situation où le système immunitaire de la personne va contrôler le virus et qui va donc se cacher dans des petits endroits, mais être complètement sans nuisance du tout. Ou même on peut parler d'une éradication totale. Donc c'est ça le but, un des buts importants de la recherche, c'est d'éradiquer l'infection. Votre meilleur souvenir de chercheur, c'est quoi? Au niveau du sida, les premiers mois de travail sur le virus avec une équipe très enthousiaste, c'est aussi la joie de voir des gens ne plus mourir. Ce que j'ai vu, effectivement, je suis médecin, je n'exerce pas, mais du fait même que je travaille sur le sida, j'ai été en contact avec des patients en phase terminale du sida, comme de cancer également. Et donc ma grande joie, c'était de voir un jour ces personnes, enfin pas celles-là, mais les autres personnes atteintes, ne plus mourir du sida, dès 1996.